Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Beni toujours sous le choc en République démocratique du Congo. La ville de la province du Nord Kivu a été secouée le 27 juin par l'explosion de 2 bombes artisanales. Un des auteurs de l'attaque a été identifié. Le bilan des investissements directs étrangers au Cameroun. Alors que les entreprises françaises perdent du terrain sur le marché, les sociétés chinoises en gagnent. Les IDE de la Chine au Cameroun se sont chiffrés à 1850 milliards de francs CFA entre 2000 et 2014. Et puis la baisse du nombre de passagers recensés au sein du secteur ferroviaire au Gabon, une baisse de près de 31% observée durant le premier trimestre de l'année 2021. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le déploiement de nouveaux instructeurs militaires russes annoncés en Centrafrique. Leur déploiement avait été notifié au Conseil de sécurité de l'ONU au début du mois de mai par la ministre centrafricaine de la Défense, Marie-Noëlle Koyara. Dans les détails, ils sont au nombre de 600, soit 200 pour les forces armées centrafricaines, 200 pour la gendarmerie nationale et 200 pour la police centrafricaine. Ce déploiement intervient après la parution d'un rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire en Centrafrique, un rapport dans lequel est dénoncé des violations du droit humanitaire international commises par ces instructeurs, des accusations fermement rejetées par le ministère de la Défense ce mardi, qui dénonce une publication calomnieuse. Beni encore sous le choc après l'explosion de 2 bombes artisanales survenues dimanche 27 juin. L'une a pris pour cible une église catholique, l'autre a été perpétrée près d'un bar. L'auteur de ce deuxième incident a d'ailleurs été identifié par les autorités congolaises. Un sujet de la rédaction. Le calme après la tempête. En République démocratique du Congo, le père Isidore Mazingo Kambal vient constater les dégâts après l'explosion d'une bombe artisanale dans cette église catholique de la ville de Beni. L'incident, survenu le dimanche 27 juin aux alentours de 6 heures, a fait 2 blessés, clavier cassé, banc brisé. Les dommages matériels sont considérables. Cet incident continue de semer la peur dans le cœur des chrétiens car notre paroisse comprend beaucoup de personnes déplacées qui ont dû fuir la guerre et sont venues trouver refuge dans cette ville. Mais quand la ville finit par être touchée par le conflit, c'est encore pire. Après cette explosion qui visait une cérémonie de confirmation, l'heure est à la vérité. À qui imputer cette attaque? Les suspicions tournent autour des ADF, les forces démocratiques alliées. Ce groupe armé d'origine ougandaise est affilié à l'État islamique et responsable de nombreux massacres qui ont fait au moins 6000 morts depuis 2013. À Beni, la peur au sein de la population ne s'est pas dissipée, une crainte qui a contraint les autorités à prendre des mesures en conséquence. Les écoles, les églises, les marchés restent fermés pendant 48 heures. Je ne veux pas voir d'attroupement, mais nous appelons tout le monde au calme. Plus tard dans la même journée, la ville de Beni a de nouveau été secouée par l'explosion d'une bombe artisanale près d'un bar vers 19h30. Une explosion qui a fait un mort en plus du porteur de la bombe. Le kamikaze a d'ailleurs été identifié par les autorités comme membre des ADF. Dans le reste de l'actualité, nouvelle manifestation contre la vie chère au Soudan. La mobilisation organisée ce 30 juin a réuni des centaines de participants. Au cœur de leurs protestations, la crise économique et la détérioration de leurs conditions de vie. Les protestataires ont cependant été dispersés par les forces de l'ordre qui, selon une source locale, ont fait usage de gaz lacrymogène. À noter que cet appel à la manifestation a été lancé par plusieurs mouvements politiques, dont le Parti communiste. Le pass sanitaire européen ne fait pas l'unanimité dans les rangs de l'Union africaine. Ce 28 juin, l'organisation n'a pas caché son inquiétude face aux inégalités autour de ce certificat numérique Covid de l'UE. Et pour cause, ce Green Pass ne reconnaît que les vaccins ayant été autorisés au sein de l'espace européen. De fait, tous les autres vaccins se retrouvent exclus. Les explications de Samantha Sabero-Sabonga.
Dans un communiqué du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique, les autorités de l'Union africaine s'indignent contre les inégalités créées par le pass sanitaire adopté par l'Union européenne. Plus précisément, l'organisation s'insurge contre les critères de sélection des vaccins jugés valides par ce certificat vert européen. D'après l'Union africaine, ce laissez-passer sanitaire ne s'applique aux vaccins ayant reçu une autorisation de mise sur le marché à l'échelle de l'Union européenne, tout en excluant le fait que plusieurs citoyens issus des pays africains ont opté pour des vaccins différents. Si on veut laisser le doute s'installer quant à la qualité des vaccins qui sont présents en Afrique, qu'on ne s'y prendrait pas différemment. On ne peut pas venir dire aujourd'hui aux Africains, vous ne pouvez pas venir sur le continent européen parce que les médicaments qui sont utilisés chez vous ne sont pas validés. Or, c'est eux les Européens eux-mêmes qui ont donné ces médicaments-là à l'OMS afin que l'OMS puisse, à travers COVAX, fournir les pays africains. Il faut rappeler que le vaccin Covishield est une version d'AstraZeneca produite en Inde. Elle est l'un des principaux vaccins permettant d'alimenter l'initiative COVAX qui vise à aider les pays pauvres à combler les retards dans leur campagne de vaccination. Or, pour l'instant, c'est principalement grâce à l'initiative COVAX que les pays africains ont pu entamer leur campagne de vaccination. Et c'est ce que j'appelle de la bureaucratie, tout simplement. Non, aujourd'hui, ce qu'on devrait avoir, c'est que si vous avez eu 2 vaccins d'AstraZeneca, vous devez être en mesure d'aller en Europe sans avoir besoin de passer des tests PCR, d'aller vous mettre en quarantaine quelque part. En fait, on doit vous traiter exactement comme on traite les Européens à partir du moment où vous avez passé vos 2 doses, que ce soit pour AstraZeneca ou même chose en ce qui concerne tous les autres vaccins. Mais ce n'est pas le cas et cela pose problème. Et stupidement, ça installe une psychose sur le continent africain quant à la qualité des vaccins. Et ça, j'y tiens beaucoup. L'exclusion de certains sérums par l'Union européenne dans le cadre de son pass sanitaire pourrait rendre inéligibles plusieurs citoyens africains à l'entrée en Europe. Face à cette situation, l'Union africaine et le CDC Afrique ont appelé la Commission européenne à envisager d'accroître l'accès obligatoire aux vaccins jugés aptes. La stratégie d'investissement de la Chine gagne du terrain au Cameroun. Selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le pays d'Afrique centrale a, entre 2000 et 2014, capté plus de 2700 milliards d'investissements directs étrangers, dont 1850 milliards de francs CFA en provenance de la Chine. De son côté, la France perd des parts sur le marché camerounais. Viviane Bauken. Les entreprises françaises perdent progressivement pied au Cameroun. Constat fait par Christophe Guilroux, ambassadeur de France au Cameroun à l'occasion d'une prise de parole publique lors du forum diplomatique à Yaoundé. En clair, depuis la fin des années 1990, la part de marché des entreprises françaises au Cameroun est passée de 40% à 10% aujourd'hui, soit une perte de 30%. Dernier fait en date, le retrait de la gestion du terminal à conteneurs du port de Douala dans la capitale économique camerounaise au consortium franco-danois Bolloré. Depuis les 2 dernières décennies, on note au Cameroun le déclin de la France qui avait profité à la période de décolonisation du choix de la continuité plutôt que de la rupture par les autorités camerounaises, conférant aussi ainsi à cette ancienne puissance tutélaire un certain nombre d'avantages politiques, diplomatiques et surtout économiques. Et de ce fait, les entreprises françaises se faisaient les plus grandes parts de marché au Cameroun. Elles avaient même une situation de quasi-monopole qui s'est même étendue au moment des privatisations avec les programmes d'ajustement structurel. Selon les experts, ce recul des entreprises françaises a été précédé par l'offensive chinoise au début des années 2000 et cette prédominance s'est accrue en 2012 à la faveur du lancement des projets structurants de première génération, notamment les ponts, les routes et les barrages. Tracté par Exim Bank of China, le positionnement de l'Empire du Milieu se fait plus présent. Entre 2000 et 2014, le Cameroun a enregistré 2750 milliards de francs CFA d'investissements directs étrangers, dont 1850 milliards de francs CFA provenant de la Chine, ce qui représente environ 67% des investissements directs étrangers entrant au Cameroun.
la plupart des contrats de prêt entre le Cameroun et la Chine ont des accords commerciaux exceptionnels. Concrètement, ça se passe comment? Le gouvernement camerounais sollicite un prêt auprès d'Exim Bank. Il faut rappeler que c'est le bailleur de fonds principal du Cameroun. Et puis Exim Bank accorde ces fonds, mais met les fonds à la disposition d'une entreprise chinoise qui va réaliser le projet d'investissement. Ça s'est fait avec le port autonome de Kribi, ça s'est fait avec le palais des sports polyvalent, ça s'est fait avec les autoroutes en construction Yaoundé-Simalène et Yaoundé-Douala, et l'essentiel des grands barrages d'hydroélectricité. Sur le plan des opérations commerciales, la France occupe le 4e rang avec 6,3%, loin derrière la Chine, principale client du Cameroun, avec 23,9%. En matière d'importation, la Chine est encore le principal fournisseur du Cameroun selon l'Institut national de la statistique. En 2018, elle se positionne avec 18,5% des livraisons contre 8,3% pour la France, 5,6% pour le Nigeria et 4,8% pour les Pays-Bas. Mauvaise nouvelle pour le secteur ferroviaire au Gabon. Selon les chiffres fournis par la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, le secteur a enregistré au premier trimestre 2021 une baisse de près de 31% du nombre de ses passagers. Quels sont les motifs de cette baisse? Élément de réponse avec Samantha Sabirou-Sabomanga. Baisse des recettes de transport ferroviaire en 2021. Au premier semestre 2021, le Gabon enregistrait une baisse de 30,7% du nombre de passagers par rail selon les données de la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale. Une contre-performance qui est attribuée aux restrictions de déplacement entre le Grand Libreville et l'intérieur du pays et au déraillement des trains minéraliers. En effet, depuis plusieurs mois, les déraillements de trains sont devenus réguliers au Gabon, entraînant à chaque fois une suspension du trafic. Tous les trains cargo et particulièrement les trains minéraliers qui déraillent, c'est deux choses. Soit le train est à grande vitesse et ne respecte pas les limitations de vitesse, soit le rail n'est pas en bon état. Dans l'un comme dans l'autre cas, il faut identifier les causes réelles, être en mesure d'assurer la formation des conducteurs, mais aussi s'assurer que la maintenance du chemin de fer est faite correctement. Ces accidents résultent par ailleurs des défauts détectés sur la voie ferrée selon l'autorité de régulation des transports ferroviaires du Gabon. Contrairement au transport de passagers qui en chute, celui des marchandises acheminées par rail, quant à lui, a connu une embellie de 2,13 millions de tonnes au cours de la même période. Un pays comme le Gabon est aujourd'hui dans une situation d'admiration. Ça veut dire qu'en fait, tous les pays du monde se disent si le Gabon a pu le faire et donc d'autres pays peuvent le faire. Ce serait bien dommage qu'au niveau de l'exploitation, le manque de discipline et de compétences fasse reculer cette performance. Je crois simplement que si les études sont faites correctement, on identifiera les causes des 3, 4, 5 derniers accidents et on saura être en mesure de donner une réponse matricielle. Notons que le chemin de fer transgabonais est évalué à 648 km de long entre Ovando et Franceville. Ce chemin de fer gabonais est par ailleurs exploité depuis 2005 par la Société d'exploitation du Transgabonais. Un mot de sport à présent avec le portrait de ces Africains qui ont marqué le Tour de France. Cette année, le coureur Nicolas Dlamini entre dans l'histoire. À 25 ans, il est le premier Sud-Africain noir à participer au Tour de France. On fait le point avec José Douglas. Né au Cap, 25 ans, Nicolas Dlamini est le premier coureur sud-africain grandi dans un township à avoir participé au Tour de France. Ce garçon qui a grandi sans son père et doit sa formation au centre africain monté par l'Union cycliste internationale, l'UCI. Il a aussi participé au départ de la Volta à 2 reprises en 2019 et 2020 et il est sélectionné pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Il se dit heureux après avoir appris la nouvelle. Un rêve d'enfant. Maintenant que je suis sur le point de le vivre, cela me semble surréaliste. D'autres coureurs africains se sont illustrés sur le Tour, comme Daryl Limpé, premier africain porteur du maillot jaune de leader durant 2 jours. En 2013, il a remporté la 9e étape. En 2019, élu meilleur cycliste africain de l'année. La première victoire d'étape d'un coureur du continent est à mettre à l'actif du Sud-Africain Robert Hunter en 2007 à Montpellier.
D'autres noms se sont encore illustrés, comme l'Érythréen Daniel Tecléa Manotte, en 2015, qui a porté le maillot à proie de meilleur grimpeur 4 jours d'affilée. Daniel Tecléa Manotte, issu d'une famille de 12 enfants, a réussi à sortir de sa condition grâce au cyclisme, sport numéro 1 en Érythrée. Sans oublier Merkari Kudus, l'année suivante, un autre Érythréen, Nathanaël Beran, prenait part à ce tour. En 2016, 6 Africains participent à la Grande Boucle. Les Érythréens Daniel Tecléa Manotte, Nathanaël Beran, les Sud-Africains Daryl Impey, Louis Menges, Reinhard Jans van Rensburg et l'Éthiopien Gabou Germé. Ce dernier qui avait auparavant découvert le Giro en Italie et la Vuelta en Espagne en 2017 d'une équipe sud-africaine. Dimension Data s'est engagée dans la compétition et Beran était submergé par l'émotion. En fait, il y a 2 plus beaux jours, la naissance de mon premier fils il y a 2 mois et le départ du Tour de France au Mont-Saint-Michel. Quand j'étais petit, tout le monde suivait les étapes dans les bars ou dans les cinémas. J'étais loin de me douter qu'un jour je serais moi aussi de l'autre côté de la mer. Pour ce Tour 2021, plusieurs coureurs du continent ont pris le départ, dont les Sud-Africains Stéphane Dibod du club Astana, premier Tech, Lumenges d'Intermarché, Wanty, Gobert Matériaux, Nicolas Dlamini de Kubeka, et puis Nasser Boani, dont on ne parle pas beaucoup, il est de nationalité française, il appartient à Arkea Samsic, né dans les Vosges, mais d'origine algérienne. Bonne chance à tous nos coureurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa Monde 4.